Flippant, c'est le mot, d'autant qu'on trouverait du gaz de schiste un peu partout en France. Dans l'Ardèche, la Drôme, l'Aveyron, en région parisienne, dans l'est du pays et dans le nord. Les écologistes, évidemment, ne veulent pas entendre parler de cette nouvelle industrie, mais les exploitants français sont dans les starting blocks, car ce gaz de schiste pourrait changer la donne en matière d'indépendance énergétique. Le Premier ministre François Fillon a demandé un moratoire jusqu'en juin, mais aux États-Unis, il y a déjà 500 000 puits et la production américaine devrait même dépasser cette année celle de la Russie avec son gaz traditionnel. En Pennsylvanie, un Américain a décidé d'enquêter. Il a pris sa petite caméra et il a commencé à tourner. Gasland, c'est un reportage de Josh Fox dans Spécial Investigation. Hi, Bonjour, my name is Josh Fox. je m'appelle Josh Fox. Maybe I'll start at the beginning. Alors je vais commencer par le début. Ça, c'est ma maison. Elle est au bout d'une route poussiéreuse à Millenville, en Pennsylvanie. Elle a été construite en 1972, l'année de ma naissance, par mes parents qui avaient plein de copains un peu hippies. La rivière qui passe dans notre propriété se jette dans le fleuve Delaware. En 1972, le président Richard Nixon signait la loi sur la protection de l'eau. C'était une époque de progrès en matière d'environnement. Mais là, on est en 2009. Un jour, j'ai reçu un mail d'une compagnie de gaz. Elle m'apprenait que mon terrain était situé sur le gisement de Marcellus, qui s'étend sur la Pennsylvanie, l'État de New York, l'Ohio et la Virginie occidentale. Et aussi que ce gisement, c'était un peu l'Arabie Saoudite du gaz naturel. Il me disait que je pourrais louer ma terre à la compagnie contre 9 500 $ par hectare. En gros, avec mes 39 hectares, je pouvais me faire presque 100 000 $, environ 75 000 €. C'était carrément inespéré. Vous avez sûrement vu les pubs qui présentent le gaz comme un combustible propre. Les gisements de gaz de schiste contiennent un océan de gaz naturel. Je veux qu'on utilise nos ressources en Amérique. C'est moins cher et c'est à nous. Et si l'Amérique et le reste du monde remplaçaient les carburants par du gaz? Maintenant, on peut exploiter ces réserves de gaz. Ce que j'ai appris, c'est qu'en 2005, sous George Bush, le vice-président Dick Cheney avait fait voter une loi sur l'énergie qui permettait aux compagnies pétrolières et gazières de ne pas respecter les lois protégeant l'environnement, l'eau potable, l'air, etc. L'idée était de leur permettre de chercher toujours plus de gaz dans le sous-sol américain. Et pour creuser, les compagnies Encana, Williams, Cabot Oil and Gas et Chesapeake ont fait appel à Halliburton, l'ancienne entreprise de Dick Cheney, celui qui avait fait voter la loi. Et en 2005, ils ont lancé dans 34 États américains la plus grande campagne de forage de gaz de l'histoire. La technique utilisée par Halliburton, c'est la fracturation hydraulique. L'idée, c'est d'introduire de l'eau et des produits toxiques à haute pression à 2500 mètres sous terre. On provoque des mini-tremblements de terre qui brisent la roche et libèrent du gaz. Le problème, c'est que pour que ça marche, il faut mélanger à l'eau pas moins de 596 produits chimiques plus ou moins toxiques. Parmi eux, il y a des inhibiteurs de corrosion, des gélifiants, des adjuvants, des biocides, des désémulsifiants, des viscosifiants, des concentrés de gel liquide. Au final, on met tout ça dans les citernes d'un camion et puis on ajoute de l'eau et c'est prêt. L'autre problème, c'est que c'est une technique qui consomme énormément d'eau. Rien que pour creuser un puits, c'est déjà entre 4 et 28 millions de litres. Et chaque puits peut être hydrofracturé jusqu'à 18 fois. Dans les années 2000, les compagnies de gaz ont commencé à forer dans l'ouest des États-Unis. Dans le Colorado, au Texas, dans le Wyoming, et au sud aussi, l'Arkansas, la Louisiane, l'Alabama. Aujourd'hui, il y a 450 000 forages aux États-Unis. Multiplié par 18, puis par 28 millions de litres d'eau, ça peut faire 150 000 milliards de litres d'eau. Ajouté aux 596 produits chimiques, vous imaginez. Et maintenant, ils arrivent à l'est. Ils ont prévu 50 000 nouveaux forages le long du fleuve Delaware, mais aussi dans l'État de New York, en Pennsylvanie, dans l'Ohio et en Virginie occidentale. De 1972, l'année de ma naissance, jusqu'à aujourd'hui, tout ça a été protégé.
Rappelez quand vous voulez. Je peux prendre un message? Ok, bonjour, c'est Josh Fox à l'appareil. J'aimerais interviewer quelqu'un sur la fracturation hydraulique. Le mieux est de nous envoyer un mail. Ali Burton, j'écoute. Oui, je viens de vous parler? En quoi puis-je vous aider? Laissez votre message après le bip. J'aimerais interviewer quelqu'un de la société Halliburton. Merci de me rappeler, ce serait très aimable. Cabot Oil and Gas. Je vous rappelle dès que possible. Laissez votre message après le bip. À qui s'adresse cette... À tout le monde. Ce ne sera pas possible, merci. Les forages les plus proches de chez moi sont situés à Dymock, en Pennsylvanie. C'est pas très loin de la frontière avec l'État de New York. Dans cette région, la compagnie pétrolière Cabot Oil and Gas a foré plus de 40 puits en quelques mois. Ici, il n'y a pas de grandes autoroutes, on se sent vraiment au bout du monde, tout petit. Dans la région, des gens disent que les nappes phréatiques auraient été polluées par les produits chimiques utilisés dans les forages. Mais les autorités, elles disent que tout va bien. L'histoire de Dymock débute avec les appels de détresse de Pat Franelli. S'il y avait une place publique à Dymock, elle s'y installerait pour hurler au secours. Partout où il n'y a pas d'arbres, ils ont fait un forage. Il y en a une dizaine. L'eau du robinet siffle et fait des bulles. C'est pas très recommandé. T'es sûr que t'en veux pas? Moi, j'en vois pas. Les gens de la compagnie sont venus tester l'eau, ils ont dit qu'elle était potable. Je leur en ai proposé, ils ont refusé de la boire. Mes 4 enfants étaient tous malades. On était tous malades. Moi aussi. On avait l'estomac en vrac. Pendant plus d'1 mois, on n'a presque rien pu avaler. Et un jour, Jean, mon voisin, est venu me voir à l'église. Il m'a dit « T'as pas de problème avec ton eau? La nôtre est imbuvable. » L'eau des mets est aussi contaminée. Ils ont un nouveau-né. Dans la même rue, je me rends chez les Carter. Un puits de gaz a été creusé juste devant chez eux. Peu après le forage, leur eau a commencé à faire des bulles à cause du gaz. Je leur ai dit que j'étais pas content, qu'avant le forage on avait de la bonne eau et que maintenant elle était mauvaise. Un représentant de la compagnie nous a demandé si on pouvait prouver que c'était à cause d'eux. Ma femme lui a demandé s'il pouvait prouver le contraire. Il ne lui a pas répondu. On vit ici depuis 40 ans et on n'a jamais eu de problème avec l'eau. Ils ont foré et l'eau est devenue mauvaise. Je me rends chez une autre voisine, Debbie May. Sans casque, pas de moto, compris? Toi aussi, Anthony. Début novembre, l'eau a pris une drôle de couleur. Elle est devenue marron comme de la boue, avec un goût de métal. Cabot a envoyé des chimistes pour la tester. Ils ont dit ne la buvez pas, ni douche, ni lessive, ni vaisselle, n'y touchez pas. Votre puits à eau, il est là-dessous? Ils ont mis ce tuyau-là. D'accord, ils font sortir le gaz par là. Ouais. Il y a un autre problème qui préoccupait Debbie, c'était ses animaux. Ils ne sortent pas. Leurs poils tombaient et il y avait un chat qui vomissait tout le temps. On a 3 chats, ils sont tous atteints. Et ils vous ont dit quoi, les autorités? Que j'utilisais trop de détergent pour nettoyer. Quant à la compagnie de gaz, l'un de ses avocats m'a dit que cela viendrait des pylônes téléphoniques. Et les chats, ils se promènent autour? Ils ne sortent jamais. Lui aussi, il perd ses poils? Oui, et il maigrit. Depuis le même moment? Oui. Que risquent mes enfants à plus ou moins long terme? Évidemment, les compagnies n'y sont pour rien. Elles n'ont pas pollué l'eau. À en croire les témoignages de Pat, Ron et Debbie, il était clair qu'un drame se jouait à Dymock. Mais il y avait autre chose. On m'a signalé une famille dont l'eau s'enflammait. C'était une famille qui apparemment n'avait pas envie de parler à la presse. Je me demandais pourquoi et si j'arriverais à lui parler. À un moment, il y a carrément un type qui s'est approché de ma voiture. Il parlait vite, il avait l'air nerveux. Il m'a tendu un flacon, j'ai dit c'est quoi? Il m'a répondu c'est une saleté. Il m'a dit c'est vraiment la pire des saloperies. Trouvez ce qu'il y a dedans.
Apparemment, pour lui, c'était important que je fasse un documentaire. Pour les gens ici, quand on a une caméra, on sait ce qu'on fait. On m'a donc collé ce flacon dans la main en me disant de trouver ce que c'était. En attendant de faire analyser le flacon, j'avais réussi à convaincre une famille du Colorado dont l'eau s'enflammerait de me recevoir. Bienvenue chez Mike et Marsha. Attention, celui-là, il aime bien mordre les fesses. Et ça fait pas du bien. C'est pas grave, j'ai mis la caméra sur mes fesses. Elle gargouille. Ah d'accord, donc ça c'est l'échantillon? Là, les particules sont retombées. Sinon, voilà à quoi ressemble notre eau. Elle sort du robinet, là? Du robinet, oui. Il y a 3 semaines, ils ont appelé Mike en disant « On a testé votre eau, il n'y a aucun problème. » Cette eau-là? Celle-là. Il n'y a aucun problème. L'eau n'est pas polluée par l'extraction de pétrole ou de gaz dans votre secteur. Vous allez faire quoi? Il va acheter de l'eau chaque semaine. J'ai 2 réservoirs de 2000 litres. Je vais en ville une fois par semaine pour acheter de l'eau. C'est un appareil à pièces. Et je mets pour $15 de pièce. Cette lettre vous informe que Noble Energy a demandé à LT Environmental de mener une enquête sur l'impact des extractions de gaz dans le secteur. Une fois de plus, l'État m'a déçu. On a un problème, c'est évident. Il y a 15 jours, on a eu une réunion et j'avais préparé mes questions. Le responsable des opérations a dit « Question suivante ?» C'était Dave... Neil... Ah, Nestlé, d'accord, il nous a viré de son bureau il y a 2 jours. C'est quoi le thème de votre documentaire? Vous essayez de faire passer un message, c'est cela? Je suis désolé pour cet incident. Bonne chance pour votre documentaire. Je serais ravi de vous parler hors caméra et de vous fournir quelques informations, mais je ne peux pas faire plus. Ok, je vous rappelle. Encore toutes mes excuses. Bonne chance. Bonne journée. Ok, merci. Un jour, à force d'entendre le puits gargouiller, j'ai décidé de mettre un sac plastique dessus. En quelques minutes, le sac s'est rempli. Je l'ai refermé, j'ai enfoncé une mèche dedans. Et là, je me suis dit, c'est peut-être complètement débile. Alors je suis rentré. J'ai dit à Marsha, commence à taper le numéro des urgences. Et si ça tourne mal, tape le dernier chiffre. Tape le dernier chiffre. J'étais là avec ce sac de Dieu sait quoi, et j'ai allumé la mèche. Le sac s'est envolé vers la route. Je me suis dit, si un camion arrive, on va le faire exploser. J'ai vu une étincelle. Ça va pas tarder. Wow, oh Jesus. La vache. Ça ne l'avait encore jamais fait aussi fort. Ça sent le poil grillé. Je peux essayer? Oui. On prépare ça au cas où. Buvez pas cette eau, tu m'étonnes. C'est flippant. Mais je m'y attendais. Et c'est pas la première fois que je fais ça. Ah ouais, c'est carrément flippant. En plus, on s'y attend pas. C'est pas censé s'enflammer normalement.
Il faut le voir pour le croire. En effet, des flammes sortent des robinets d'une maison de Fort Lupton. C'est un phénomène étrange et inhabituel. L'eau est tellement polluée qu'elle s'enflamme. Je suis terrifiée. Il n'y a pas d'autre mot. Je suis vraiment terrifiée. Il y a eu un bruit sec et ça s'est enflammé. René McClure a découvert que son eau s'enflammait aussi après avoir vu le témoignage d'hier soir. J'aimerais être sûre que ça ira. René est inquiète. Sa famille a bu cette eau polluée pendant des années. C'est votre bus? Oui, mon bus scolaire. Depuis 1 an et demi, je suis toujours malade. C'était pas le cas avant. Je comprends pas. J'ai toujours mal à la tête. Au moins 2 à 3 migraines par semaine. Toute la famille a des migraines. Les miennes sont si fortes que je dois m'allonger. C'est depuis que vous vivez ici? Oui. J'aimerais poser une question aux gens du Congrès. On vit dans le Colorado parce que c'est un État écolo. Mais même notre eau est polluée. 1 ou 2 verres, c'est peut-être pas grave, mais à long terme. Ouais, ils disent qu'il y a du trichlorobenzène dans votre eau. C'est quoi ça? C'est un composant volatile organique qui entre dans les liquides d'extraction du gaz. Ce qui m'énerve, c'est que la commission de maîtrise des énergies, je la croyais au service des gens. C'est vraiment pas le cas. Elle est là pour soutenir les compagnies de pétrole et de gaz. Je leur ai demandé, qui s'occupe de nous? On m'a répondu, personne, appelez un avocat. La Commission des énergies du Colorado connaît la situation. Elle effectuera probablement des tests dans le secteur dès que possible. La question est de savoir qui est responsable et qui doit régler ça. Il semblerait que ce problème ait pris une certaine ampleur. Absolument, c'est vraiment effrayant. En 2004, l'Agence américaine de protection de l'environnement entame une enquête sur l'eau polluée par les techniques de fracturation hydraulique. Mais des experts conseillent de laisser tomber. Ils estiment que malgré la présence de produits toxiques, l'agence n'a pas besoin d'enquêter. Weston Wilson, un responsable de l'agence, proteste alors auprès du Congrès. Il remarque que sur les 7 experts ayant conseillé d'arrêter les enquêtes, 5 se trouvent en conflit d'intérêts. C'est-à-dire que si l'enquête avait continué, ça aurait risqué de porter atteinte à leur propre business. Je vous parle, mais pas officiellement, pas au nom de l'Agence de protection de l'environnement. Ok, alors je mettrai que Weston Wilson ne parle pas au nom de l'Agence de l'environnement, même s'il y travaille. Manifestement, leur conclusion était ridicule. Après avoir démontré la toxicité, ils niaient tout risque. C'était absurde, comment accepter ça? Pour comprendre pourquoi, sous la présidence de George W. Bush, l'Amérique a laissé ses industriels de l'énergie polluer les sous-sols, il faut revenir un peu en arrière. De 1995 à 2000, Dick Cheney était le PDG d'Hallyburton, l'entreprise qui a généralisé la fracturation hydraulique. Début 2001, il devient vice-président des États-Unis. Sa première mesure consiste à créer l'Energy Task Force, un organisme financé à hauteur de 100 millions de dollars par les compagnies pétrolières et gazières. En quelques années, il consultera 40 fois les industriels de l'énergie et une seule fois les associations de défense de l'environnement. En 2005, l'Energy Task Force parvient à faire voter une loi très favorable aux compagnies de gaz. Elle les autorise notamment à injecter des produits chimiques reconnus dangereux à proximité de réserves d'eau potable. C'était tellement choquant qu'on a surnommé cette loi, votée en 2005, le vide juridique Halliburton. Et là, tout s'est arrêté? Les études scientifiques, les informations, tout. Nous étions consternés de devoir enterrer, sans jeu de mots, de devoir enterrer ce secret dont on connaissait la toxicité. Quand le président demande à son administration de ne pas enquêter, de favoriser les industries, on sait très bien le faire.
En gros, depuis un siècle, l'industrie du pétrole et du gaz achète ceux qu'elle contamine. Ils achètent les terres et font signer des accords de confidentialité à ceux qui se plaignent d'avoir été contaminés. Ce sont leurs méthodes. Mais pourtant, ça devrait être aux industriels de prouver que leurs techniques ne sont pas dangereuses, pas aux victimes de prouver l'inverse. Oui, mais c'est cela l'Amérique. Les industriels savent très bien qu'ils ne pourront pas garder secret très longtemps le fait que leurs techniques polluent. Mais ils s'en sortent en disant qu'ils font tout leur possible pour que ce ne soit pas le cas et que leurs pratiques sont les meilleures possibles. Ce qui serait normal, c'est que les réclamations des citoyens débouchent sur une enquête. Mais ce n'est pas le cas. On est sous anesthésie. Et ne pensez pas que l'élection d'Obama changera le fonctionnement de PA. Même si les gens se trompent, ça mérite une enquête. Ce sont des citoyens des États-Unis. Ils ne méritent certainement pas d'être exposés à des produits chimiques cachés. C'est pas l'Amérique, ça. Je comprends votre question et que vous soyez énervé. C'est vrai que les choses se répètent. Mais nous n'avons pas été missionnés pour nous pencher sur le problème. Nous ne sommes pas présents en tant qu'agence gouvernementale pour répondre à vos questions légitimes. Il faudrait qu'on nous y oblige. Dans le Wyoming, la propriété de John Fitton et de sa femme Cathy abrite 24 puits de gaz. Et là aussi, apparemment, les forages contaminent l'eau potable. J'ai grandi ici. Avant, il n'y avait pas de forage, rien. Ah oui, parce que là, on voit que ça. Hein. Partout. Et on ne peut pas vendre à cause du problème de l'eau. On n'a même pas de droit minier. Tu vois la vache noire et son petit veau? Il a même pas 12 heures. Ah ouais. Il vient de naître. On a une quantité d'eau limitée. Et j'ignore comment les vaches peuvent la boire. Elles sentent très mauvais, elles changent de couleur. Mais il faut bien s'en servir. Il faut tout faire pour respecter l'environnement. Les puits sont souvent en plein milieu des champs, là où on travaille le plus. Ces terres représentent beaucoup d'argent. Il y a l'engrais, il faut nourrir les vaches. Les compagnies forent sur l'équivalent d'un terrain de foot. Elles répandent des produits toxiques, du gravier, des cailloux, du métal, et ils mettent des tuyaux partout. Ça détruit tout, ils font n'importe quoi. Chaque puits est foré différemment, ils ne sont pas contrôlés, c'est vraiment le bordel. Parfois, les émanations sont si importantes qu'un nuage toxique recouvre la maison de John et Cathy. On nous dit de laisser forer, de faire des compromis. On a déjà fait tous les compromis possibles. Mais s'ils continuent de forer ici, on sera obligé de quitter notre travail et notre terre. Moins on sera nombreux, plus ils pourront forer. De toute façon, ils forent, que ça nous plaise ou non. Ils se fichent que les gens soient malades. Si j'avais su, je ne me serais pas installé ici avec ma famille. C'est terrible de dire ça. On peut se demander pourquoi je tiens tant à cette terre, mais moi c'est ma vie. Mon père et mon grand-père étaient de vrais cow-boys. Mon grand-père maternel était fermier dans le Nebraska. C'est un héritage. Ici, c'est la ferme de ma belle famille. On en est fiers. Mais bon sang, si on se fait assiéger, si notre santé est menacée, je ne sais pas quoi faire ni où aller. C'est pareil partout. Je veux que les gens le sachent. Vous n'êtes pas tout seul. On est dans le même bateau. On doit se rassembler, résister, parler d'une seule voix et tenir tête à ces connards.